Bonjour à tous les amis, merci de nous retrouver sur FT Sport pour l'émission rugby pour Bureau Oval. Ça y est, c'est les phases finales de Top 14, donc on se retrouve en plateau et il y a eu des matchs très intéressants, les demi-finales qui ont donné une finale Toulouse-Bordeaux-Bègles et on va en parler de ces demi-finales. Et en plateau, je retrouve comme d'habitude mon cher Lucien Gaspard. Comment ça va mon Lulu ? Hello tout le monde, écoutez, ravi de vous retrouver pour ces moments si importants de la saison que sont les phases finales du Top 14 qu'on adore. Ouais, effectivement, on adore ça, surtout qu'il y a eu des grands matchs. Non, je suis pas sûr, mais bon. Ouais, je suis sûr qu'il y en a un qui va nous le dire très clairement. Mon Pierrot, comment ça va, Pierre ? Écoute, ça va. Bonjour à tous, ça va bien. On s'est pas forcément régalé, mais... C'est pas régalé, c'est vrai. C'est comme tous les matchs des phases finales. Il y a une tension et un suspense et une émotion toute particulière. Bon, je vous cache pas que c'était moi non plus pas le week-end de rêve avec la défaite de La Rochelle. Bon... C'est vrai que là, on a un beau plateau bien dormi. Un bon plateau de loser, quoi. Ouais. C'est vrai. Après, bon, est-ce que c'était véritablement nos places d'être en finale ? Probablement pas. Je suis pas sûr non plus. Ça aurait offert une émission de légende. Après, si on avait pu être des beaux usurpateurs, on n'aurait pas dit non. Bah, tu sais, un titre volé, ça reste un titre, on le prend, quoi. Pas grave. Clairement. Bon, voilà, le sommaire, il va être très simple. Aujourd'hui, on va parler des deux demi-finales l'une après l'autre. On va un peu débriefer tout ce qui s'est passé parce que même si le niveau de jeu n'a pas été exceptionnel, il y a quand même eu des événements dont on a envie de débattre ensemble et avec vous. Et on se tournera vers la finale, cette finale qui opposera donc Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles au Vélodrome. Et ce sera vendredi à 21h, les amis. Voilà, j'espère que vous êtes bien en place, que vous nous écoutez sur YouTube ou alors même en podcast. On vous le rappelle, vous pouvez nous écouter en podcast. C'est sur First Team, sur absolument toutes les plateformes. Donc, soyez bien attentifs. On peut y aller pour le débrief des demi-finales. C'est parti. Et on va donc commencer par la demi-finale qui, on va pas se mentir, nous a peut-être donné le plus de plaisir. En tout cas, c'est Toulouse-La Rochelle. Les Toulousains qui l'ont emporté 39 à 23. J'ai envie de vous poser une question toute simple, Lucien, en commençant par toi. Est-ce que pour toi, c'est un résultat qui a été logique ? Résultat logique, oui, parce que 39 points, c'est beaucoup en demi-finale de Top 14, mais La Rochelle encaisse 2 cartons rouges. Donc à partir de là, forcément, on score un peu fleuve. Problème de gestion aussi. Je pense que le tournant de ce match, c'est d'accord l'indiscipline rochelaise, mais surtout quand Carbarlo choisit de servir Dulin, que Dulin se fait contrer, la Toulouse prend le large. Et là, on a senti que vraiment c'était fini pour les Rochelais. Mais match plaisant quand même. Et des Rochelais qui, franchement, sur la première mi-temps, on sent qu'il y a moyen de faire un truc, quoi. Ils ont fait douter les Toulousains. Les Toulousains, je les ai pas trouvés très très bons sur le jeu au sol. Donc, il va falloir qu'ils rectifient ça d'ici 5 jours. Mais demi-finale très intéressante quand même. Ouais, et finalement, Pierre, tu vois, j'ai titré La Rochelle se saborde. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Bah, à partir du moment où tu prends 2 rouges, oui, je suis en partie d'accord. Ce qui me fait bizarre, c'est l'ampleur de l'écart, en fait. Parce que si on prend la photographie de la saison, c'est logique que Toulouse marche sur La Rochelle. Il y a une équipe qui est en confiance, qui est immense, qui a des joueurs majeurs à tous les postes, qui est insubmersible, qui joue avec une confiance de dingue. Et de l'autre, une équipe qui s'est qualifiée à l'arrache. Faut quand même pas oublier que La Rochelle a gagné sa qualification la dernière journée à domicile en battant le Racing, en se faisant peur. C'est une saison qui est loin d'être aboutie. Le match référence de cette équipe rochelaise, finalement, c'était les barrages. On va dire que j'avais des espoirs d'un match serré. Ouais. Et les 40 premières minutes, c'était le cas. Ça devait se finir. Et même, je vais vous dire, je pense que jamais La Rochelle n'a été aussi violente, n'a été aussi dominatrice devant. Les groupés pénétrants, l'atout monstrueux, Skelton monstrueux. Les Toulousains, ils se sont fait casser la bouche pendant 40 minutes. Ouais, clairement. Ils avaient le feu sacré des phases finales. Rien à perdre. Et puis, je crois qu'ils font pas de complexe. On a une tendance naturelle, et bon, on peut pas en vouloir aux observateurs de dire qu'il y a un avantage psychologique majeur, 6 matchs, 6 défaites en phase finale, machin. Moi, j'y crois pas du tout. Je crois juste qu'aujourd'hui, Toulouse est très, 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 très difficile à battre. La preuve, c'est qu'il y a que 3 équipes qui les ont battues en phase finale depuis 7 ans. C'est Castres, Exeter et Leinster. Il y a aucune autre équipe qui les a battus. Donc La Rochelle, c'est pas les seuls à se faire fourrer. Mais c'est juste que sur ce match précis et sur les 40 premières minutes, ouais, ils peuvent avoir des regrets. Après, si tu regardes le match dans le détail, les sorties de camp rochelaises horribles, que ce soit Dulin ou Carbarlo, ils font tous des conneries. Quand tu regardes, ils sont bien heureux d'être devant à la pause
parce qu'en termes d'occupation, ils perdent largement la bataille du ping-pong rugby. Mais je pense que ça, ils le voulaient, ça. Je pense qu'ils voulaient pas du ballon, eux. Et je pense qu'ils voulaient faire reculer les Toulousains, jouer dans leur camp. Bah, le truc, c'est que tu joues presque tous les ballons chez toi, en fait. Ils ont été cliniques, ils ont mis leurs essais sur moule, mais je pense pas qu'ils avaient une volonté de conserver le ballon, en tout cas, les Rochelais. Et d'aller défiler Toulousains là-dessus, s'exposer à des contres. Bah, en fait, tu joues les ballons que quand t'es dans le camp adverse, et comme ils sont jamais dans le camp adverse, ils ont fait que taper. Ils ont eu de la chance parce que l'indiscipline toulousaine, à ce niveau-là, c'est rare quand même. Parce qu'on parle des cartons rouges mais Toulouse prend un jaune, Toulouse fait beaucoup de fautes. Toulouse n'a clairement pas été bon, on a vu, on a les déclats à la fin du match de ils ont été rendus pas bons. Justement, qui dit, qui parle à ses joueurs, et il y a les caméras du coup de Canal+ qui et les micros qui disent, voilà, ce qu'il dit Hugo Mola à ses joueurs, on est d'accord qu'on ne fait pas un bon match, les gars, on a fait un match de merde, voilà, mais on est en finale maintenant, feu. Par contre, on se fait pas le même match la semaine prochaine, ce n'est pas possible. Pierre, t'as commencé à expliquer la raison pour laquelle, selon toi, les Toulousains n'ont pas été bons. Bah, ils se sont fait dominer physiquement. Ils n'ont pas été bons pour des Toulousains. Attendez, tout est relatif. Ouais, ok, ils ont perdu des duels, beaucoup de duels, ils ont fait des fautes, et ils ont joué un peu sous pression. 15 pénalités concédées en tout. Et ça, bon, bah, pas au-delà des 10, de toute façon, on sait que il faut un tour de force pour gagner. Mais si on prend vraiment les secteurs satisfaisants pour Toulouse, ils sont cliniques, ils paniquent jamais. Hugo Mola, chapeau monsieur, parce qu'il avait quand même pris un risque en alignant que des buteurs quasiment. C'est-à-dire qu'il met Ramos, Kinghorn, il sort Lebel, il met Malia, Choco Barres, Aki qui est capable de taper au moins le petit jeu rasant derrière, Dupont, Ntamak. Au final, sa ligne de 3/4, il a fait un choix fort, c'était de dire, nous, on va jouer chez vous, on va vous mettre sous pression, Et il a réussi, parce qu'au final, La Rochelle, ils font des bêtises parce qu'ils prennent des cartons rouges, mais ils font encore plus de conneries sur des trucs complètement fous. Un ballon, ils mènent 10-3, ça tape, ils doivent sécuriser, ils se gênent en avant sur la mêlée, carton jaune pour Noël sur la mêlée qui suit, essai de Toulouse. Bah, la différence des autres années, ils manquent de maîtrise cette année, La Rochelle. Mais c'est à l'image de leur saison. Là, ils arrivent en demi-finale, on a l'impression d'avoir retrouvé les Rochelais conquérants et gagnants des 2 autres années, mais c'est vrai que comme le disait très bien Pierre, faut se souvenir de la saison, ils font une saison très compliquée, ils se qualifient au forceps et déjà, ils peuvent être heureux d'être là, ils ont retrouvé un rugby qu'on n'avait pas retrouvé depuis le début de la saison. C'est le rugby conquérant Rochelais avec les mots, l'axe droit, Antonio Skelton, qui est quand même très impressionnant. Donc, franchement, mais ils peuvent nourrir des regrets. Moi, j'aurais aimé voir cette fin de match, tu sais, hyper haletante, où Toulouse et La Rochelle sont au coude à coude. Et on a été un peu privé de ça pour le carton rouge d'Antonio, qui est complètement valable, et celui de Wardy, qui est idiot, du coup. Ouais, Ronan O'Gara, il avait rien contre totalement, mais on va regarder un peu ce que dit Ronan O'Gara à propos justement de ces deux cartons, à propos de celui de Winnie Antonio, qui est peut-être le plus étonnant en tant que leader, le rouge de Winnie. Il me semble qu'il y avait un élément mitigeant. Puisque le joueur toulousain se baisse au moment de l'impact, mais le mieux, cela aurait été de plaquer aux chevilles. Bon, après, il le remet pas beaucoup plus que cela en cause, mais il met un petit hic, on va dire. Je pense que sur ce plateau, on est d'accord pour dire qu'il est tout à fait logique et qu'il y a un tout petit zeste de frustration. Contact avec la tête, épaule. Pour Ronan. Oui, et puis il a pas envie d'enfoncer son joueur. Vous avez vu, je comprends. Winnie, ça fait 15 ans qu'il est au club, il sort, il chiale. Il a pas envie de l'assassiner. Oui, évidemment, c'est con. Après, ça reste un fait de jeu. L'objectif d'un mec de 145 kilos qui plaque, c'est de faire mal à un mec de 125 kilos. Il prend pas un poussin pour le casser en deux. C'est Flamand, quoi, en face. Donc, t'as l'impression qu'il peut plus se blesser? Non, se baisser, pardon. Bah, probablement plus, oui. Et puis, il y a quand même la volonté de faire mal parce que c'est un plaquage, mais il a pas la volonté de lui mettre l'épaule dans la gueule et de l'envoyer à l'hôpital, tu vois. Ouais. Donc, Antonio, c'est rouge logique. Se baisser pour plaquer aux chevilles. Et déjà, il rendez-vous avant. Parce que... et déjà, il fait des efforts, beaucoup sur les plaquages, Mais bon, il y a faute, il lui met l'épaule dans la gueule, il y a de la vitesse, il fait 145 kilos, il peut lui faire mal. Ronan O'Gara, il dit, oui, il y a un facteur atténuant parce que Flamand se baisse, mais il se baisse 1m50 avant le contact. Donc c'est pas d'un coup il change de direction et tu prends le museau, c'est pas ça. Il trébuche pas. Puis après, ce qui fait chier, c'est que tes deux piliers, qui sont les deux piliers de l'équipe de France potentielle, ils prennent deux rouges pour des gestes qui n'ont pas vraiment leur place sur une demi-finale. Même si Winnie Antonio, je lui pardonne un peu plus, même si je vais pas pardonner qui que ce soit, mais je veux dire, je le comprends un peu plus parce que c'est des gestes. Ça va un vite. mec qui arrive à 28 à l'heure ou 30 à l'heure et tu lui prends la gueule, bon voilà. Mais Wardy, là, il y a. Mais on le disait pas en grand off. chose à dire. Hein. Tant qu'à faire.
Il On aurait dû rattrape le l'assassiner. pour de bon. Non mais Non, mais c'est quitte à se vrai. faire suspendre, parce qu'il lui caresse le visage avec le front, mais bon, tant qu'à faire, si le mec t'a branché, bah tu fais tomber la foudre. Hein. Bon, Béziers après- Perpignan de 2004, c'est parti quoi. Bon, après, je pense que tu peux avoir une saison écourtée même pour Oui, l'année prochaine. En mais plus, bon, écoute. Vardy, il a pas beaucoup joué depuis la Coupe du Monde. C'était son 4e match, je crois, un truc comme ça. Il se gère. Donc Du coup, voilà, là, c'est un il... début de saison c'est tranquille. Bon, il va faire Il arrive 3-4 pour la semaines tournée de d'automne. frigo. Bon, en tout nickel. cas, il était un peu plus en colère quoi, vis-à-vis de ce rouge-là. Ronan O'Gara, il dit le rouge de Reda, bah voilà, bah forcément là c'est rouge. Et il a craqué, il n'y a pas de place pour ça sur un terrain de rugby. Je soutiens néanmoins mon joueur, même si on ne peut pas apprécier le geste. C'est frustrant pour les Rochelais parce qu'on a une stat récapitulant le nombre de points qu'ont encaissé les Rochelais en infériorité numérique. Bah, il y en a tout simplement 36 sur les 39 encaissés parce que Bon, faut en dire qu'ils plus ont pris de- un jaune assez vite. voilà, Donc, il y a bon. celui de Noël aussi qui vient s'ajouter à ça, le carton jaune. Donc 2 cartons rouges, 1 carton jaune à la fin. C'est terrible. Juste avant de passer à l'autre demi-finale, les gars, quel bilan tirer de cette saison pour La Rochelle finalement, qui a été en dents de scie où il y a eu beaucoup de souffrance, mais qui se termine quand même en demi-finale, Lucien? Bah, moi, je trouve qu'au vu de ce qui monte tout au long de la saison, il y a un côté presque miraculeux de les voir à ce niveau-là en demi-finale. Parce que moi, à certains moments de la saison, je les voyais même pas dans les 6, quoi. Donc, je pense que ça peut leur apporter une nouvelle dynamique aussi pour la saison prochaine, parce que ça aurait fait énormément de mal au club de pas se qualifier. Là, ils peuvent construire sur ça. Bon, ils s'appuient toujours un peu sur les mêmes ressorts que sont l'axe Antonio Skelton, la puissance et tout, mais ça marche à peu près. Maintenant, ils ont beaucoup de départs pour la saison prochaine et pas forcément beaucoup d'arrivées. Donc, il y a ça à regarder aussi. Est-ce que La Rochelle va continuer d'être l'équipe qu'ils étaient depuis quelques années? Est-ce qu'il n'y a pas une transformation qui est en train de s'opérer au club? Je crois qu'ils veulent beaucoup s'appuyer sur la formation désormais. Mais t'es en demi-finale du top 14 alors que tu t'es péniblement qualifié. Donc, c'est globalement une saison réussie. Après, le gros point noir pour eux cette saison, c'est la Coupe d'Europe, qui est normalement leur chasse gardée. Et ils se font sortir en demi-finale, en phase de poule. Donc, saison mitigée, mais saison réussie, on va dire. Pierre, C'est fou de tu dire m'as ça. l'air désabusé Non, en mais tant c'est- que supporter non, Rochelais. En fait, c'est juste que ce que je vais dire, je me dis, non, mais c'est fou de dire ça. Mais une saison sans titre à La Rochelle, désormais, c'est une saison ratée. Ouais. Ça paraît fou de dire ça parce qu'il faut pas oublier d'où ce club vient. Enfin, il y a 10 ans, c'était un club qui accédait à peine au top 14. Il y a 15 ans, il végétait dans une Pro D2 ultra concurrentielle où c'était une bonne équipe de Pro D2. C'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Maintenant, si on prend la photographie de la saison, oui, elle est pas bonne. Elle est pas bonne parce que t'as pas de titre. Elle est pas bonne parce que tu es éliminé en demi-finale contre l'équipe qui Mais te ils partent bat de à chaque tellement fois. bas que de les voir en demi-finale, c'est Ouais, presque mais- une réussite, je trouve. Mais Même quand tu fais un bilan, t'es obligé quand même de regarder le résultat. Et puis Parce que, après, au vu de la saison, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas gagner le titre. Enfin, ils partent de tellement bas, ils passent Ouais, tellement à mais côté sur certains matchs. quoi que qu'il arrive, on n'aurait jamais pu les Bien voir sûr. en position de vainqueur. Donc Mais là-dessus, t'es obligé ils quand même de- réussissent quand même. Ils vont gagner à Toulon en plus. Ils passent le barrage qu'ils ne font pas à domicile. Donc ah mais Toulon ils fait ont un quand même bon cette match. réussite En de fait, faire ce que je veux dire, c'est t'es obligé de prendre la photographie du résultat et ça c'est pas bon. Et les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour arriver là, et les moyens, ils étaient horribles cette année parce que plein de raisons, parce que Coupe du Monde, parce que joueur émoussé, parce que. Mais le bilan, c'est que dans le jeu, La Rochelle a fait la pire saison de l'ère O'Gara, nul, un jeu inexistant. Et en plus, les résultats sont pas terribles. C'est-à-dire que, comme le Stade Français, si tu fais une saison où la négation du jeu te permet d'arriver en demi-finale, bah bravo parce que c'était inespéré. La Rochelle a prouvé par le passé qu'elle pouvait faire la même chose en jouant. Donc forcément, on est déçu. Puis après, il y a eu quand même un déclassement de certains joueurs. Et ça, c'est pas très bon pour la dynamique du club. Je pense à Jonathan Danty, qui est quand même passé remplaçant dans cette équipe alors qu'il était indiscutable sur les 2 titres européens. Je pense à Vardy, qui lui, bon, c'est un déclassement de par ses blessures, mais est-ce qu'il va rester numéro 1? J'en suis pas sûr. T'as Levani Boccia qui finit pas la saison. Bourgarit qui est T'as blessé toute la saison. Bourgarit qui est pété toute la fin de saison. Boudéan Greg Aldrit qui loupe 4 mois quasiment parce que Coupe du Monde, retour difficile et tout. Puis Paul hallucination Boudéan, directe, ouais. Tanga qui a complètement disparu, Raymond Roule qui a complètement disparu. Dans la gestion, il va falloir se relever de tout ça. Et je suis pas sûr que O'Gara soit le plus fin psychologue pour remettre en selle des joueurs qu'il a écartés sur cette fin de On n'a saison. pas l'impression qu'aujourd'hui le club veut se séparer de Ronan O'Gara de toute façon. Non, je pense il a pas. signé sur le long terme, je crois, jusqu'en 2027. Donc, dans S'il y en a un qui part, le chèque de départ. si l'aventure doit s'arrêter, c'est Ronan O'Gara qui partira. D'ailleurs, il l'a dit, il a fait des appels du pied, prendre l'équipe d'Angleterre, pourquoi pas, l'Irlande c'est un rêve, aller coacher, machin. Il a envie de prendre une sélection, ce sera probablement son meilleur rôle.
parce que le plus compliqué pour Ronan O'Gara, c'est la gestion au quotidien C'est des une sorte hommes. de Galtier, ce mec, en fait. Exactement. Pas bon sur le quotidien, mais avec un peu plus meilleur de sur- victoires Ouais. parce que Galtier, il a un titre en tant que Non, coach. mais clairement. Donc, En réalité. voilà. Est-ce que La Rochelle a raté sa saison? Oui. C'est fou, mais oui. Non, enfin, non, oui. Non, oui. Oui, mais non. Bah, donnez-nous votre nom, oui ou oui, non, dans les commentaires. De votre Plutôt côté, oui. vous plutôt aussi, bien évidemment. oui, non. En fait, ça dépend. Les Suisses sur un plateau. Bon débat. Oh, peut-être. Je suis Ouais. pas Peut-être, sûr. je Ça sais dépend pas. un petit peu. Je suis pas sûr. Bah oui, mais c'est ça la nuance aussi. On n'est pas là pour avoir de la nuance, Non. Joseph. Ouais, Ça fait c'est des vrai. vues d'avoir des Merde, avis on est tranchés. pas là pour ça, j'avoue. C'est ce qu'on nous dit, on- les gars, ouais. on veut des avis tranchés. Faut faire des vues. Eh ben, on continue les avis tranchés, les amis. On va désormais passer à la deuxième demi-finale avec Paris, donc, qui s'est fait balayer et qui, donc, saison terminée pour les Parisiens. Allez, c'est parti. Saison terminée pour les Parisiens parce qu'ils ont été balayés par les Bordelot-Béglés avec un score qui a été finalement assez serré, défaite de 2 points. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement représentatif de ce match-là parce que Pierre, on avait quand même l'impression que Bordeaux était un ton au-dessus des Parisiens. Bah, surtout, c'est que Paris avait pas les moyens de faire plus, faire mieux. Ils sont au taquet de ce qu'ils peuvent produire aujourd'hui, à savoir une forme de négation du rugby. C'est très efficace. Ce qu'ils font, ils le font super bien. Ils ont la détermination, la conviction, le sérieux. Et au niveau tactique, c'est la meilleure équipe en France. Ils ont probablement le meilleur pack. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier. 45 coups de pied par match, quoi. C'est un truc de fou. Et c'est-à-dire nombre que... de coups de pied d'ailleurs. Et c'est-à-dire que... Et sous toutes 46 ces formes... du côté de Paris, 47 Ah, du côté de l'UBB. Après, il y a aussi ça, hein, c'est que Oui, mais l'UBB parce que a répondu à Paris. La comme, grande qualité de Paris, c'est aussi entraîner tous ses adversaires dans des matchs horribles. Ils rendent tout le monde nul. Et c'est une vraie qualité. C'est-à-dire qu'ils te forcent à rentrer dans leur cuisine à eux. Mais Donc, Bordeaux, dès le début du match, eux, ils ont voulu rentrer dans la cuisine parisienne, comme tu dis. Parce qu'ils ont fait des mauls, ils ont voulu faire du frontal, ils ont pas cherché à parce que faire du board. t'es obligé de Ouais. passer par là aussi un petit peu, mais le Stade Français, au moment où ils sont menés de 10 points, ils ont zéro autre solution. C'est-à-dire que là, on est sur je des suis ballons de récupération, complètement d'accord. on tape. Non mais surnombre, on tape. Dans son camp, on tape. Dans le camp adverse, on tape. Et puis, je n'ai pas envie de mettre la mouletta sur un joueur, dire il est nul, machin. Tous les joueurs qui sont là, ils sont nettement plus forts que tout ce qu'on peut imaginer, nous, en tant que joueurs amateurs. Mais je suis désolé de le dire, Joris Second, aujourd'hui, dans son panel, dans son attirail, dans sa capacité à jouer différentes formes de rugby, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il a un coup de pied de mammouth, que ce soit d'occupation ou de consignes, pression. Mais les consignes, au bout Est-ce d'un que si on moment, lui met quand un t'es pistolet mené... sur la tempe, on lui dit faut que t'écartes tous les ballons. Et je pense pas qu'il continuera à taper aussi. Je pense Ouais, qu'il y a le ouais, plan moi, de jeu, je- c'est d'envoyer des quilles et on voit ce qui mais se passe, quoi. T'es sur le terrain, c'est Ouais. toi qui dois faire le Oui, plan ah de bah jeu. ça, Au bout d'un moment, ouais. t'es mené de 10 points, t'as zéro Moi, je ballon préfère que ça dangereux, écarte, hein. t'es sous pression, tu joues dans tes 22, je sais pas, essaye de faire quelque chose de différent. Et puis, les Parisiens, ils ont perdu le match, mais la photographie, en fait, le niveau global, c'est un miracle qu'ils soient au contact. Le scénario fait que c'est presque abusé qu'ils perdent le match, parce que le scénario, c'est quand même hyper cruel. Ils doivent marquer un essai de pénalité à la fin, qu'on C'est leur clair. refuse. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je suis pas arbitre, donc je vais me contenter de me ranger de leur côté. Mais c'est un miracle d'être là quand même. Après, Enfin, est-ce que c'est à Bordeaux a la balle pour Oui, ça, passer mais- à plus 10 et il décide de Mais taper c'est en à touche et l'image de la derrière... saison. Chaque match à Jean-Bouin, parce que voilà, pour jouer carte sur table, je suis supporter du Stade Français. Je suis les matchs de très près. Et c'est pas le premier match où le Stade Français fait une mauvaise première mi-temps et court après le score et gagne miraculeusement à la fin. Et toute la saison, je m'étais dit, c'est pas possible que ça passe à chaque fois. Ça s'est révélé hier, c'est pas passé. Et sur le plan offensif, pareil, je m'étais dit, ça peut passer en match de journée régulière, mais en phase finale, faut que t'aies de quoi varier ton rugby. Faut que tu sois capable de passer une défense qui est en mode phase finale. Et là, on a vu hier qu'on n'avait pas les armes. On s'est appuyé que sur des mauls, du coup. Mais on a vu un peu la limite, quand même, Ouais. du plan de jeu Stade Français, que tu peux pas que compter sur ton pack destructeur et Après, envoyer tu des fais quilles, avec- quoi. Tu fais avec ce que t'as. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les qualités de tes joueurs, même derrière, c'est que c'est des gars qui sont forts dans le duel. Tu vois, des gars comme Lester Etienne, même des gars comme Kylian Amdaoui, des T'as- gars comme... T'as très peu de Del blessés Buis, dans Ward. dans l'effectif parisien, mais t'en avais 2 en particulier. Zach Henry qui était revenu Oui. en tant que titulaire, qui avait fait 6 matchs de suite et Qui était vu le qu'il se titulaire. blesse, second revient. Et puis sur cette demi-finale, tu as Dakuaka qui a apporté un minimum quand même de Est-ce que s'il capacité à franchir. était- même pas blessé, il aurait pas joué, je pense.
Parce que la je sais place pas. de Kylian Amdaoui, je sais pas. En tout cas, là, C'est un joueur. Paris était très lourd, quoi. Les deux étaient en balance, Amdaoui ou Dakwaka, sa blessure Pour a un fait que match ça a de été phase Amdaoui. finale, je pense que t'es pas obligé, mais en fait, Amdaoui t'apporte et puis une alternance dans ton troisième rideau qui fait que tu peux avoir un Léo Barré qui de temps en temps va monter, va aller tenter quelque chose, et Amdaoui qui va glisser à l'arrière, qui va couvrir, puis il a un jeu au pied, il fait pas de faute, il va vite, il plaque bien. Dakwaka, c'est-à-dire tu lui tapes dessus. Bon, non, après, à l'image de ce qu'il a fait contre le Racing à la U Arena, tu sais que quand t'as Dakwaka sur le terrain dans un match qui peut être serré ou quoi, c'est le joueur qui est capable de te faire quelque chose. Ah, mais regarde à Bordeaux, il aurait pu le mettre sur le terrain s'il avait pas été blessé dans tous les cas. Regarde à Bordeaux, ils ont préféré mettre Bielbiarré avec Tamboué parce que c'est un mec qui fait pas de faute. Et t'as besoin d'un gars qui fait pas de conneries. Ouais. Et Tamboué, il en a fait quelques-unes cette année, c'est un peu le problème aussi. Oui, mais dans son après, précis, je pense qu'il est devant. Zach Henry, putain, j'ai un bel accent. Ouais, c'est classe. Je suis pas sûr que s'il avait été là, le jeu du Stade Français aurait été beaucoup plus flamboyant. Je pense que les consignes restent quand même les mêmes, c'est d'envoyer toute la saison. Il a fait des matchs titulaires cette saison, Zach Henry. Là, je leur dis plus à la française. Il a pas forcément été un 10 beaucoup plus. Il t'apporte quelque chose d'autre. Il attaque la ligne, il prend des intervalles, il va un peu plus vite, il ose. Il a une alternance que Joris Second n'a pas. Joris C'est Second, plus pour dire que si le Stade Français veut un jour passer un cap et peut-être développer un peu plus sa palette offensive, au-delà des consignes, faut qu'il recrute un 10. On va voir à Carbonel, qui a vraiment plus une stature de joueur capable de te faire des différences. Si ils veulent être un jour une grosse équipe, Romain Tamac est capable de le faire, Mathieu Jalibert est capable de le faire. Si le Stade Français ils veulent un jour passer ce cap et être vraiment une grosse équipe, il te faut un gros 10. Après toi, les critiques autour du jeu du Stade Français, elles t'ont emmerdé cette saison ou pas? Bah moi en tant que supporter, du coup, j'avais du mal à accrocher avec l'équipe parce que vu que c'était beaucoup de purges, il y a pas, c'est pas comme quand tu vas à Chabandelmas voir le bébé jouer, il jette le ballon en l'air, il y a 40 points, c'est magnifique, tout le monde applaudit. Là, c'était dur quoi. Donc j'aimerais en tant que supporter qu'on développe du jeu. Après cette saison, quand à chaque fois on gagnait au forceps et je sortais du stade, j'étais super content parce que c'est cool, on gagnait à la dernière minute. En plus, combien j'en ai vu des matchs du Stade Français où on se fait battre dans les 5 dernières minutes. Donc là, j'étais content que cette saison on gagne et qu'on finisse deuxième. C'était une belle saison parce que tu retiens que les victoires au final. Mais bon, ça, je pense que vraiment ça a ses limites quoi à la fin quoi. Après, il y aura peut-être une question autour de l'organisation du Stade Français avec Labid, Guézal. On sait qu'il y a eu des frictions en interne. Il y a eu un moment très très compliqué aussi où il y a eu même Abel Köfner par exemple qui a été mis à pied parce que les joueurs étaient sortis. Guézal avait poussé un énorme coup de gueule. Sur les mots, il avait poussé un coup de gueule, Guézal. Comment? Il avait dit j'ai jamais pris des malls comme ça de toute ma carrière et tout. Il s'était embrouillé aussi avec Pesanti. Enfin bref, il y a eu des moments très compliqués. Après, comme dans d'autres équipes, tu parlais de La Rochelle tout à l'heure, c'était le cas. Moi, ça me dérange pas quand il y a de la vie dans une équipe. Ce qui me dérange plus, c'est en dépit du fait que ça m'intéresse un petit peu, c'est que ça sorte, parce que c'est le cas dans vraiment beaucoup d'équipes, quoi. C'est rare les équipes où tout se passe bien. Je pense que une équipe comme Toulouse, justement, une de ses forces, c'est d'avoir un manager comme Hugo Mola qui désamorce toutes les tensions et qui arrive à avoir un effectif de 45 bonhommes où tout le monde est content. De toute façon, quand tu gagnes, c'est très très difficile. Quand tu gagnes, tout va bien. Quand tu perds, et même quand tu gagnes mais que tu joues pas, tu vois, tu pourrais faire la gueule, être pas content, machin. Mais là, regarde Toulouse, Hugo Mola, son génie, c'est ça. C'est peut-être pas le meilleur technicien, mais en termes de management, il est trop fort. Il y a des gars comme Ange Capozzo, il joue pas des phases finales depuis 3 ans, ou des gars comme François Cross, il est capable de le faire sortir de l'équipe. Et quand il les remet, les mecs, ils se butent, quoi. Et ça, c'est trop fort. Alors après, au Stade Français, oui, ça se passe pas très bien. Je pense que Karim Guézal est quelqu'un d'assez rustre, voire de frontal. Ça a peut-être dérangé certains joueurs qui se sont sentis un peu attaqués, mais bon, au final ils ont le meilleur pack du championnat, donc tu peux le dire. Est-ce que c'est grâce ou à cause de son comportement que les mecs s'arrachent le cul, peu importe, mais au final t'as un pack. Ouais, ils font une demi-finale. Ouais, ils finissent deuxième. Toulouse aussi, je sais pas si vous serez d'accord, mais j'ai l'impression que même ils choisissent les matchs où ils perdent, tu sais. Genre, il n'y a pas vraiment un match où ils ont mis l'équipe type 100%, ils veulent gagner, ils viennent pour gagner, ils perdent. Mais par contre, juste les matchs qu'ils ont perdus cette saison, c'est quand ils font beaucoup tourner ou. Même des fois, ils font tourner, ils gagnent quand même. Et ils gagnent quand même à Montpellier, ils envoient l'équipe C, ils gagnent quand même. Donc c'est vraiment. Tout se passe bien. Dans ce match-là, quand même, Paris-Bordeaux-Bègles, il y a quand même eu des faits. J'aimerais avoir vos avis. Que ce soit effectivement sur la dernière action de Paris avec l'essai de pénalité qui n'est pas accordé par Monsieur Brousset et l'essai en contre qui est marqué par Beauchaton sur une passe de Penaud. Certains la considèrent un tout petit peu comme en avant et en amont de l'action un plaquage sur Rory Cocotte où il se balance un peu en arrière, il est un peu touché au visage. Qu'est-ce que vous en est-ce qu'il y a une action qui vous gêne plus que l'autre? Est-ce que ça a un impact trop important pour vous sur le score? Est-ce que l'attitude de Monsieur Brousset de pas avoir un impact direct sur le score à la fin du match et donc
mettre le match en finale directement en prolongation, ça vous a gêné ou non? L'arbitre, il a toujours un regard un peu différent, mais en tant que spectateur, pour moi, il y avait essai de pénalité à la fin. Ça t'amène à 22-22, tu vas en prolongation. Et le Stade Français qui a pas joué la semaine dernière, même on a l'impression qu'ils ont fini très éreintés physiquement. Ça m'a étonné, ça, c'est vrai. Peut-être que c'est eux qui passent en prolongation parce que un peu plus frais. Et surtout, pour moi, il y a carton rouge ou au minimum jaune pour Caso, qui met son épaule dans la tête de Cocotte. Et ça aussi, c'est un tournant. Donc là-dessus, l'arbitre a eu un impact direct sur le match en ne mettant pas les 7 pénalités et en ne mettant pas un carton à Caso. Et si on met ces deux faits de jeu-là dans la balance, c'est peut-être pas la même à la fin. Après, je déteste le fait de se cacher derrière l'arbitre et tout. Ils avaient qu'à le gagner le match, ils avaient qu'à pas prendre 2 essais dans les 35 premières minutes et c'était pas la même. Mais bon, c'est à relever. En tout cas, c'est un fait de jeu. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, que ça n'a pas un impact. Je vais te répondre aussi plus directement, je suis pas arbitre, donc j'en sais rien. J'aurais aimé voir l'image, je l'ai pas vu. J'ai vu des captures écran pourris sur Twitter, sur le coup d'épaule dans la gueule. J'ai l'impression qu'il y est, mais on n'a jamais vu les images, donc j'en sais rien. Les 7 pénalités, moi dans mon canapé, je l'accorde. Quelle est la dynamique du match? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Quelle est la construction de ces mots-là? C'est-à-dire que ça fait 5 fois que il estime que des Parisiens qui font ci ou qui font ça. J'en sais rien du tout. Toi, je pense qu'il aurait fallu prendre la mêlée déjà. Et oui, en fait, moi je pense que les principaux responsables de la défaite parisienne, c'est les Parisiens. Joris Second, il laisse passer 8 points parce qu'il tape les poteaux, pas de bol, mais bon, c'est ce qui te manque à la fin. Je pense que c'est une erreur de taper en touche si tu prends la mêlée à 8 contre 7 alors que t'as déjà gagné 4 pénalités. En fait, il suffit de faire 3 mêlées et tu l'auras, de cette pénalité. Et il y a 0% de chance que les Bordelais te retournent. Je pense que dans la construction de ton match, au lieu de taper 50 fois dans le ballon, si tu te fais 3 passes, peut-être que tu peux déséquilibrer le bloc bordelais. Voilà, je trouve qu'en fait, j'ai pas envie de tomber dans ces polémiques, bien qu'elles soient parfois fondées. Tu vois, tu l'as très bien dit, c'est des faits de jeu, faut les souligner, ouais. Mais j'aime pas faire ça, donc je préfère regarder pourquoi Paris s'est mis dans la merde et pourquoi il dépendait d'un essai de pénalité éventuel à la fin pour réussir à arracher les prolongues, plutôt que de me dire putain, l'enculé d'arbitre, il a encore fait ci ou fait ça. Non. Tu vois, c'est des discours, j'en peux plus. Sur Twitter, là, les gens qui répondent la plupart du temps aux faits de match, tout ça, c'est systématiquement pour t'expliquer qu'il y a bien un truc bien bizarre avec les arbitres. Non, en fait, non. Et si jamais ça devient vraiment insupportable au plus haut point pour vous, allez vous former. Il en manque plein des arbitres. Donc allez-y. Et puis faites votre loi, faites vos trucs à vous. Moi, je crois pas du tout à la malhonnêteté de Monsieur Brousset, ni de personne, ni de Tualtranini, ni de n'importe qui. Je pense que ce sera Mathieu Reynal en finale du championnat. C'est un des meilleurs arbitres du monde. Et peut-être qu'il fera des conneries quand même. Et ça fait partie du jeu. Tout le monde fait des bêtises, les arbitres aussi. Voilà. Le seul qu'on n'aime pas, c'est Ben O'Keefe. Alors lui, c'est un enculé. Un dernier petit mot sur cette demi-finale à propos de Bordeaux-Bègles. Est-ce que ça vous a étonné, déçu ou trouvez ça logique que Bordeaux, finalement, dès le début du match, ait choisi de copier le jeu parisien et de pas aller vers un jeu spectaculaire, débridé? Ça a bien marché, hein. Ça a bien marché, bien sûr, mais est-ce que ça vous a pas un peu étonné? Étonné, non, parce qu'en fait les conditions de jeu, la pelouse elle est trempée, le ballon glisse, et puis il y a un truc très con, c'est on rêve tous de gagner des matchs en jouant comme les Fidji, hein. Mais les Fidji ils gagnent rien. À bout d'un moment, t'es en phase finale, le jeu c'est d'abord gagner tes duels, gagner les collisions. Urios l'avait dit ça. Gagner le défi au niveau de la possession et de l'occupation. Ouais. Si t'as pas le ballon, c'est dur de gagner. Si t'as le ballon tout le temps dans ton camp, c'est dur de gagner. Si tu gagnes pas les duels, tu gagnes pas. Donc après, Bordeaux, est-ce qu'ils auraient pu faire différemment? Est-ce que dans le match, à un moment, ils ont fait le choix absolu de pas écarter les ballons? Je crois pas. Je crois qu'en plus... Ils en ont rendu 47 au pied quand même. Oui, mais t'as l'intérêt du match... L'intérêt des téléspectateurs. Dans l'intérêt du match, il fallait pas écarter. T'as une paire de centres. Ward Delbuis qui met des caramels à tout le monde, une défense inversée où ils te mettent sous pression dès que t'écartes un ballon. Et en plus, dans les couloirs des 15, ils ont une stratégie de contest. Donc, clairement, si t'écartes les ballons, tu te mets en danger. Donc, il vaut mieux jouer chez eux et les mettre sous pression que d'écarter les ballons et de te faire contrer. En plus, t'as une équipe du Stade Français, c'est son fonds de commerce. C'est son jeu. C'est l'occupation, la pression, et te pousser à la faute. Il avait préparé son sujet, Bruno. Peut-être que tu aurais pu gagner. Alors qu'il avait perdu 2 fois cette saison contre Paris, hein, d'ailleurs. Et puis il l'a dit très bien au micro de Canaille, il a dit la force de Paris, c'est qu'ils rendent tout le monde très nul. Vous connaissez beaucoup d'équipes qui ont fait des grands matchs contre Paris? Non. Bon, c'est dur. Non, mais clairement, ça a été plutôt bien maîtrisé. Ça a été chaud à la fin. Je pense qu'ils ont sué, quoi. Toi, tu te mets dans une situation où tu peux avoir la pénalité pour passer à plus 10, le match il est plié, ils prennent la touche, il reste 3 minutes, et là ils font n'importe quoi. Ah, ça m'a étonné ça. Mais parce que tu te dis que 3 minutes, groupe pénétrant, tac, tac, tu les pousses à la faute, tu joues à la main, c'est terminé.
Tu penses pas qu'en jouant dans leur 22 mètres, elle était loin, à 3 minutes de la fin, Ouais. tu peux encore te foutre la paille au cul, quoi. Tu vois, normalement, ça doit pas arriver. Effectivement. Donc voilà, on balaye donc et Paris et La Rochelle et on va donc se tourner vers la finale du top 14. C'est vendredi et ce sera donc Toulouse contre l'Union Bordeaux-Bègles. Et ben on en parle tout de suite, on en fait la preview. C'est parti. Donc déjà, pour rappel, ce sera au Vélodrome cette finale. Et vendredi. N'allez pas au Vélodrome samedi parce que le samedi soir, il y a plus de match. Voilà, ne faites pas ça. Ni au Stade de France. Ni au Stade de France vendredi, par exemple, parce qu'il n'y aura pas de match non plus. Ça fait quand même deux raisons Il va y avoir d'avoir des des erreurs. histoires de fous, quoi. Il va y avoir des Tu sais, erreurs. le 20 minutes, on connaît tous les articles, c'est 20 minutes sport. 10 supporters de je sais pas où se sont rendus au Stade de France. Les conneries terribles. Bon, en tout cas, ça a donné une très belle affiche. Est-ce que, au fond, c'est pas l'affiche que le monde du rugby réclamait, on va pas se mentir, ce Toulouse, Union Bordeaux-Bègles, au Vélodrome, dans une saison où je sais pas si le rugby a véritablement triomphé globalement en top 14, au vu en tout cas de la qualité des barrages et des demi-finales. Mais est-ce que là, on se dit pas, on va avoir un peu de croustillant quand même? Effectivement, personne ne réclamait Toulouse au Yona, ça c'est sûr. Mais oui. Et Oyonnax n'était pas l'équipe qui jouait le plus mal. Oui. Ben non, en tout cas oui, clairement, toute la saison, on les a moussés ces deux équipes parce que ça jouait bien, donc on est content de les retrouver en phase finale. En plus, c'est deux équipes qui ont un gros contingent de joueurs du 15 de France, donc clairement c'est la plus belle affiche, quoi. Bah oui, on espérait quand même ce match-là. Enfin, moi, je suis content d'avoir cette affiche-là. Après, je le trouve un peu sévère parce que le top 14, ça a été une belle saison. Hein. On a pas mal d'équipes qui jouaient vraiment un beau rugby. Hein. Perpignan. Toulouse, l'UBB, Pau, Perpignan, Castres, qui a envoyé du jeu de partout cette année alors qu'ils ont une image d'abominable, mais ils ont vraiment joué. Clermont, je sais pas si je les ai cités, mais ils ont mis du volume, ils ont mis du jeu, ils ont pas été nuls. C'est un peu je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu la vision optimiste des choses que de dire que Castres a envoyé du jeu de partout. Et c'est vrai. Bah, pas à tous les matchs, hein. Ils ont fait une saison en dents de scie. Après, dans l'idée de jeu, oui, mais à la fin, quand tu regardais les matchs, tu te régalais pas non plus. Bah, parce que c'est pas une équipe top niveau, ils ont que des gamins, mais ouais, franchement, mais c'était pas non en plus termes de des volume, Fidjiens. en termes de volume, c'est pas nul. Je suis un peu plus sceptique sur Castres. Pau, Perpignan, je te rejoins entièrement. Stade français au Oyonnax, c'est les deux pires attaques. Ah oui, non, donc mais il y a une équipe qui est en demi-finale, l'autre qui est reléguée, mais à part le Stade français, La Rochelle, où ils ont été décevants par rapport au niveau de jeu, à part Oyonnax parce qu'ils ont pas les armes, et à part Montpellier qui a été dégueulasse. Ah, le Racing aussi a été dégueulasse. Le Racing, les premiers matchs, ils mettaient 6 essais par match. Ouais, les premiers matchs. Ben, après, ils ont été horribles à regarder. Une saison, ça dure 8 mois, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais faut regarder dans les 6. Non, tu peux pas me dire que le Racing a été agréable cette année à regarder. Si? Ah, mais il y a des matchs, franchement, si. Non, bah d'accord. Alors, il y a des matchs. Non, mais sur la fin, c'était moche. Voilà. Ils arrivaient pas en phase finale avec. Les 2 derniers mois, c'était nul. Ils avaient Tussova à la rigueur. Mais c'était pas dégueulasse toute l'année. J'ai un peu moins apprécié que toi, alors. Mais c'était pas dégueulasse. Après, moi, j'ai pris du ils plaisir. jouent dans un gymnase aussi, le Racing. À chaque journée, il y a des matchs où, effectivement, j'ai pris du plaisir. Moi, je trouve que quand même, globalement, il y a une vraie progression dans le jeu en top 14. Comparé il y a 4 ou 5 ans où c'est des Montpellier, Castres avec Chandel Bagarre qui arrivait en finale, là c'est un peu différent, quoi, tu vois. Je trouve que finalement cette finale, le top 14 bien le top 14. Ah, je sais pas, je trouve que le top 14 du niveau quand Toulouse et La Rochelle dominaient, qu'il y avait 2 locomotives et que derrière ça jouait un peu plus. Moi, je trouve je prenais beaucoup plus de plaisir que cette année notamment. Non, mais là, des 6 qualifiés, c'est la meilleure finale qu'on puisse avoir. En tout cas, on peut parler de Perpignan-Pau, mais ils sont pas qualifiés. Mais des 6, Toulon, c'est sur courant alternatif. Le Stade français, on va pas revenir dessus. La Rochelle, c'était compliqué. Donc, le Racing, bon, à la rigueur, le truc marrant, c'est qu'il y avait Tussova, donc il aurait fait du jeu de quilles, mais c'est tout, quoi. Donc, c'est très bien, Toulouse UBB. En tout cas, on va regarder les cotes de Toulouse UBB. Après, je vous demande. J'allais dire 3,50, tu vois, 3,65 pour Bordeaux. Logique pour toi? Oui. Bah, t'as une équipe, c'est probablement la meilleure équipe de tous les temps contre une très bonne équipe. Donc oui, la cote, elle est logique. Et je crois vraiment que le Stade Toulousain aujourd'hui, c'est la meilleure équipe de l'histoire. Alors, il y a un Toulousain, un Garbajosa. C'est Garbajosa qui je crois que c'est Garbajosa. Qui l'a validé, ça. Ouais. Mais c'est assez évident. En même temps. Enfin, il défonce tout le monde. Il roule sur tout le monde. Il y aurait un 15 à se faire intergénérationnel. C'est juste que je trouve que c'est difficile de comparer, en fait, parce Après, faut pas prendre les mecs des années 90 non plus. Bah voilà, c'est ça. La période qui 2010. est le meilleur, Delo ou Ntamak, bah franchement, il y a. Non, mais un Servat Marchand ou un Servat Movacar. Il y a débat, tu vois. Ah non, mais ça pourrait être une bonne émission de débat. Il y a du sautoir, François Cross. Avec les Toulousains. On invite des supporters toulousains et on en parle, ça peut être sympa. Je crois vraiment que cette équipe aujourd'hui, en termes Josion de à qui tu mets qui? Je mets à qui?
Ah ouais, putain. Bah, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'en Fritz termes de en 13, préparation, d'efficacité, de Ah oui, je parle vraiment mental, poste pour de poste. machin. Cette génération, Ah, elle c'est est monstrueux. incroyable. Vincent Clerc. Je vois pas comment tu peux le battre, en fait. Je vois pas comment tu peux battre cette équipe. Impossible. Après, bah, du coup, Enfin, 1,20. 3,65 pour Bordeaux-Bègles. C'est logique pour toi, Pierrot. Quel est ton pronostic, du coup comment Lucien ne pas dire une victoire toulousaine? Je pourrais faire le malin et dire, vous allez voir, Ouais. Bordeaux va créer Ouais, la je surprise. Vous sens l'aurez bien entendu le truc, ici, sur ouais. ce plateau. Mais en vrai, c'est Toulouse. Maintenant, peut-être que La Rochelle a ouvert la voie sur la stratégie adoptée pour comment peut-être battre les Toulousains sans prendre de carton rouge. Et donc, si La Rochelle fait le match parfait, que les dieux du rugby sont avec eux, c'est possible. Quand même, l'UBB, on en fait du coup une petite équipe, on rétrécit Ouais. parce que Toulouse paraît énorme. Mais à l'UBB, t'as Biel Biarret, tu peux avoir Madoche Tamboué qui d'un coup te fait un éclair de folie. t'as la ligne de Penaud, 3/4 de l'équipe de ouais, France. En gros, t'as la ligne de 3/4 de l'équipe de France pour simplifier. T'as juste pas Mathieu Jalibert, ça c'est triste. Et le pack est agressif, puissant. Là où ça pourrait être intéressant, c'est si Meafou est bien forfait et que Tamei Founoa est là. Parce que peut-être que dans la balance de puissance, ce serait favorable à l'UBB. Maintenant, bon... après, même si je serais content que les Toulousains gagnent parce que ça récompenserait la plus belle équipe de l'histoire du rugby, je serais content de voir une surprise aussi parce que j'ai un avis neutre. Et Ouais, en fait, moi, j'ai juste je envie de voir un bon serais match de ravi rugby aussi. où ça envoie du game de partout. Non, et clairement. voilà. Donc voilà, les cotes, on les rappelle, 1,20 pour le Stade Toulousain et 3,65 pour Bordeaux-Bègles. Elles sont disponibles sur Winamax si on écoute tout de suite les consignes de Thomas Dufend pour parier le mieux possible. C'est parti. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le rugby et le 6 Nations, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Et du coup, c'est des équipes qui se sont évidemment déjà rencontrées cette année et ça fait un partout. Donc on va rappeler les scores de cette saison. C'est Nicolas Deporter à la fin du match, il a dit ouais, ça fait un partout, balle au centre, on va voir qui c'est les plus forts. C'est du Deporter dans le texte. Et je mettrais pas Bon. l'huile sur le feu aussi. Je pense que c'était pas forcément la meilleure formulation possible quand tu vois le scénario des deux matchs. Bon. Tu sais, il a dit ça quand? Il a dit ça au... Coup de sifflet final, Ah micro ouais. de Canal en bord terrain. Je savais pas si c'était son propre micro à lui. Parce que Non. lui a encore foutu un micro. Initiative géniale. Hein. C'est génial. rigolo, c'est trop J'adore. bien. Pour l'instant, ça va. Le jour où un mec va dire une énorme dinguerie, Ouais, Ah, je clair. pense qu'ils vont Il va peut-être pas oublier le son diffuser. micro. C'est le micro du diffuseur vrai. Canal qui est quand même. C'est C'est vrai son que c'est produit, pas en c'est son direct. bébé. C'est pas en Peu de direct. chance qu'il y ait des gros fils de machin et tout. tu vois, je serais surpris quand ce serait C'est ambitieux. vrai que les bruits et puis moi juste pour faire un point là-dessus, ce qui m'étonne c'est à quel point ils sont détendus les mecs. Alors ouais, globalement il y a je de vois la ce que tu veux tension dire. etc. Mais surtout Ward, par sur exemple. certains Ward, ouais. Ah, Ward. Ward qui parle aux Mais- adversaires et tout, c'est le- génial. le Penaud- costaud, hein. Les Penaud, il parle à ses potes. Ouais, Tu ouais, vois, non, donc, c'est vrai. C'est un platane. Et par En contre, parlant c'est un d'Avosil. platane. pour l'instant, ils ont mis que sur des 3/4. c'est Je vrai. serais curieux de voir s'il a la même détente quand Ouais, tu mets sur ça sur. Michael Ivaldi, Ouais, 34 voilà, ans. je suis pas sûr que. Bon, bah après, il finit en tôle, quoi. C'est ça le problème, c'est que- Avec des crânes qui se tapent les uns Ils l'ont contre pas les mis autres. sur Cocotte. Là, il y aurait eu Cosmaré aussi. Ah, non, Ouais, ça sur aurait été- Cocotte, ça aurait été génial, parce que là. De toute façon, tu l'entends déjà dans le Il a micro. été radio, Cocotte, insupportable. tellement, ouais. Il a été insupportable. Oh, comme Ouais, bah. d'habitude. Ah non mais Moi, j'aime bien. je pense qu'on Ouais, parle de second, mais là, il a été. Je sais pas s'il a mis son équipe sur la bonne voie, mais il a rendu de fiers services cette année, donc merci Rory. Donc oui, alors par contre, on n'aura sûrement pas le duel entre Ntamak et Jalibert, parce qu'on le rappelle que Jalibert est blessé, donc sauf miracle, alors on prend des de la pincettes, médecine. mais il ne sera pas là. Est-ce qu'il a essayé les patates fidjiennes, comme Naolo Comme Naolo. Il était revenu d'une C'est quoi fracture. cette histoire? Je me souviens pas, raconte. Il s'était fracturé le tibia péroné et en fait il était revenu genre en 8 semaines, le truc impossible, et il avait justifié ça en disant c'est parce que j'ai mangé beaucoup de pommes de terre de chez moi au Fidji, et donc les patates fidjiennes apparemment elles ont des vertus miraculeuses. Incroyable. Voilà, je conseille à C'était Mathieu avant la Coupe du Jalibert. Monde Ouais, 2019. c'est ça exactement. Ouais. On en mange avec des Oh, ouais. piqûres, des Ah non, des allez, patates alors, fidjiennes. alors bon, je vais pas faire une... Oh, je me lance dans le truc ou pas là, dans Ouais, l'explication, ou c'est un peu long? En gros, On a le temps.
manifestement, On a le temps, ouais. Vas-y. dans le terrain fidjien, il y a des substances naturelles qui les rendent très costauds, notamment dans les Ok. pommes de terre. Et c'est pas des Ouais. conneries. Et ils justifieraient le fait d'avoir que des Golgoth, parce que globalement, les Fidjiens de moins de 120 kilos, c'est des enfants, en fait, par le fait qu'ils ont une alimentation qui joue là-dedans, et c'est dû au fait que ça pousse dans une terre spéciale. Bon, Voilà. ouais, c'est L'explication pas est impossible, globalement J'ai- à peu près. La source, c'est fais-moi confiance. hein. On aime Mais bien. j'essaierai de vous trouver ça et de le mettre en lien dans la description. Ouais. Ouais, je crois que c'est un peu foiré pour Ouais, nous. j'ai Ouais, je crois que c'est un peu cuit pour moi aussi. Si c'est avec du fromage fondu, ça passe ou pas? Non, bon, tant pis. Donc bah pourquoi pas, en tout cas on devrait pas l'avoir. Il y en a un autre qui va beaucoup manquer, c'est Cyril Bay, les gars, parce que malheureusement Cyril Bay lui est sorti sur une grave blessure. Ça fait évidemment mal au cœur. Alors on va regarder la compo des Toulousains pour faire un petit point, ce qui était en place sur la dernière demi-finale. Donc avec Bay, Movaka, Aldeguerri, Arnold Flamand, donc quid de Meafou, on va un peu avoir des nouvelles cette semaine. Kroos, Roumat, Willis, donc Dupont et Tamac, ça bouge pas. Il avait choisi de remettre sa paire alors je crois que c'est l'an dernier qu'ils avaient gagné avec cette paire, Aki Chocobares, Malia sur l'aile, Kinghorn sur l'autre aile, et donc Ramos. Est-ce que vous modifiez quelque chose au-delà de Cyril Bay, du coup Pierre, qui ne sera pas là? Ouais, il y a quelques interrogations. Quelques petites changements de ton côté? Bah, moi, je vais juste parler des trois quarts et puis je laisserai les avants à Lulu. Chez les trois quarts, je pense qu'il y a une possibilité de sortir soit Kinghorn, soit Malia pour remettre Lebel, parce qu'il y aura un duel de pur sang avec Louis Bielbiarré. Le mec qui est incertain aussi. À choisir? Ou Penaud, Et à et choisir, donc ça tu va vires à 10 000. lequel? À choisir, je pense que je laisse Kinghorn et que je sors Malia, parce que tu peux mettre Malia sur le banc et qu'il te couvre tous les postes, et que Kinghorn, que ce soit dans les airs, dans le jeu, au pied, il a montré qu'il avait pas vraiment de défaut. Je pense que Il fait la saison de sa vie, là. Ah, il est très fort. Je tendrai vers ça. Puis après, il y a un autre questionnement qui est tout relatif. C'est est-ce que tu sors Ramos ou pas? Je pense que Ramos, sur des matchs comme ça, il est insortable. Et pourtant, la finale face au Leinster, ils l'ont sorti. Donc, c'est les deux points d'interrogation derrière. Devant, bah, Lulu, je pense qu'il va parler de la première ligne, quoi. Oui, le problème, mécaniquement, Cyril Bay va se faire remplacer par Rodrigue Netti. David Aynou va passer de remplaçant pilier droit à remplaçant pilier gauche, et c'est Joël Mercler qui réintègre. Talonneur, est-ce qu'il va vouloir récupérer la fraîcheur de Marchand qui avait joué que 10 minutes du coup et finir fort le match avec Movaka? C'est peut-être là l'interrogation. Je trouve ça intéressant aussi de faire ça. Puis Marchand, il te ralentit les ballons. Ouais, à la rigueur. Alors effectivement, si Meafou sera bien présent, Meafou sera titulaire. Du coup, il a une blessure à l'isque jambier, une déchirure. Donc, est-ce qu'il a la possibilité de jouer longtemps en tirant sur son ischio? Je sais pas. Donc peut-être que ce sera un impact player. Et ce qui sera intéressant de voir, surtout, c'est est-ce qu'il va conserver son banc là, qui est en demi-finale, qui était un banc en 5-3. Est-ce qu'il va passer en 6-2 et qui va intégrer un type comme Castro Ferreira, qui sera intéressant parce que lui, quand même, il se fait une saison, il y a plus de 10 essais marqués. Ouais, 12, je crois. Et donc, face à une équipe de Bordeaux qui déplace beaucoup le ballon, avoir un troisième ligne centre qui rentre à la fin, qui est capable de se déplacer, plaquer, gratter et aller impacter, ça peut être intéressant. Donc, est-ce qu'il sortira un 3/4 pour un avant? C'est l'interrogation. Mais moi, je militerais bien pour voir Castro Ferreira en finale. Je trouve qu'il mérite sur sa saison. Et ce serait un super duel face à Beauchaton et Ce sera incroyable. Verne Taillefer, enfin, en troisième ligne. Heureux que nous sommes quand même. Hein. Non, Parce que mais quand vraiment. tu prends Jégou, Nouchi, Castro Ferreira et puis les jeunes de l'UBB qui ont pas 23 ans les deux. Alors, ouais, mais alors Antoine, notre chef d'aide, me dit que Castro sera pas là. Il part avec Oui, les U20, mais ouais. est-ce qu'il part pas après la Attends, finale si ou est-ce tu peux- qu'il si part tu peux déjà jouer une finale de top 14, Non, mais je crois tu vas qu'ils pas aller te faire une finale part que en t'as Afrique déjà. du Sud? Ouais. Je pense qu'ils se sont entendus avec le staff et qu'il sera pas dans le groupe, j'imagine. Au pire, il parle samedi. Hein. Ouais. pas, ouais. Bon, mais je Bon. crois qu'il sera pas Il dans le arrive. groupe à moins Ouais. d'un pépin, quoi. Mais Effectivement. Voilà. Mais Pas de- il a ses fans, effectivement. ouais, bah en vrai, Logique. il aurait mérité. Ah, mais hein, mais- clairement. Même Et, si Pioula face à Lélé peut couvrir deuxième ligne et troisième ligne, Et puis le mettre parce comme qu'il y a pas Brennan. Meafou. Bah oui, et puis il faut de la densité, Ouais. et puis il a l'expérience, et tu sais que il peut prendre un bus dans la gueule, il reculera pas. Après, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que il y a un joueur qui me fascine quand même du côté de Bordeaux, qui a changé un peu l'identité du 5 de devant, c'est Adam Coleman. Hein. 2m7. Quel chantier il a fait en demi-finale. Il joue 63 minutes, un truc comme ça, parce qu'il sort à la 50e et il revient. Ouais, C'est un monsieur. Hein. Je crois que c'est le plus grand deuxième ligne du top 14. Du haut de cette 2m7.
pour te dire. Et il fait genre 130, il doit faire 125 Moi, je barres, crois qu'Arnold est Belle plus grand. bête. Ah oui, non, Arnold, il fait 2m8. Ouais. Bon, bref, c'est... Mais ça se joue à Il y une en a vache, sous le c'est pas plafond. une vache près. quoi. Bon, il peut être là, Castro Ferreira, on vous le confirme. Et on va son regarder père. la compo, hein. T'as eu sa famille. Ouais, exactement. Ouais. On va envoyer un message. Monsieur Ferreira. Son papa. On va regarder la compo de l'UBB désormais pour voir ce qui peut être fait. Alors, Garcia donc est numéro 10. Est-ce que vous avez toute confiance finalement en Matteo Garcia pour remplacer Mathieu Jalibert, parce que Mathieu Jalibert vraisemblablement ne sera pas là. Voilà, sauf miracle. Matteo Garcia face à ce Stade Toulousain, est-ce que c'est Lucien assez solide? Bah, déjà, t'as pas le choix, parce qu'il n'y a que lui, parce que les options, c'est quoi? C'est Maxime Lucu de le mettre en 10, mais tu te dépoilerais trop en 9 pour le mettre en 10, ce serait pas intéressant. Ben Tapoué a déjà fait des bribes de match en 10, mais c'est pas vraiment un Et 10. Zach Holmes, il a pas joué depuis 3 mois. Et Zach Holmes, donc t'as que Matteo Garcia, et donc il a pas fait une grande demi-finale, Matteo Garcia, mais là, ça va faire un mois qu'il sait que c'est lui, qu'il a le costume du titulaire en 10, donc peut-être que enfin sur cette demi-finale, il va avoir le déclic, il va se libérer, c'est le dernier match de la saison, il a que comme objectif de faire un bon match, donc effectivement, ce sera jamais Mathieu Jalibert d'ici une semaine, Matteo Garcia, mais bon, il est là, il est mis en confiance. Yannick Bru, c'est un super coach, donc je pense qu'il doit le décharger au maximum de toutes les responsabilités qui pourraient le polluer, donc bon, voilà, après du coup, on n'aura pas le duel Ntamak-Jalibert, mais c'est comme ça. Puis il a tout pour bien faire. Il a un pack qui va probablement pas se faire détruire. Il a un 9 qui se comporte comme un patron. Parce que Maxime Lucu, on l'a fumé pour le 6 Nations et l'équipe de France et machin. Mais à Bordeaux, c'est le papa. Il a une ligne de 3/4 où il a des solutions à peu près partout. Il a une paire de centres où il sait que si jamais ça se passe pas trop bien en défense, il peut demander à Moefana ou à Nicolas Deporter de resserrer un peu et de venir lui prêter main forte. Il a un 3e rideau où il peut aller décrocher et trouver de la vitesse. Les 3e lignes qui courent partout. Normalement, je dis pas que tu joues dans un fauteuil, t'es en finale de top 14 dans une grosse équipe, il faut quand même être un bon joueur, mais il a tout pour bien faire. Après, Matteo Garcia, il a un petit souci d'expérience, mais ces matchs-là, il va faire une finale de top 14 et Mathieu Jalibert l'a jamais fait. Donc, ça veut dire que déjà, à partir de l'année prochaine, il aura vécu quelque chose que Mathieu Jalibert n'aura pas vécu. Et puis après, il a un petit souci d'émotivité. C'est quelqu'un qui est capable de se mettre dans des dynamiques négatives ou positives, et ça, c'est super, mais ça veut dire que s'il est au fond du trou, il faut l'en sortir. Yannick Bru le sait et l'a pointé du doigt avec un petit sourire en demi-finale. Va pas falloir rater son entame, mais si jamais ça se passe bien sur le premier quart d'heure, on peut être surpris. C'est un excellent joueur. Matteo Garcia, c'est vraiment très jeune, un top joueur. Il a 21 ans, Matteo Garcia, donc il a l'avenir devant lui, et c'est que de la bonne expérience en tout cas qu'il engrange dans cette équipe de l'UBB. Et puis buteur, et ça peut servir d'avoir deux buteurs, hein, parce que il suffit d'avoir Maxime Lucu qui est pas dans un grand soir. Matteo Garcia peut se mettre à taper. Ouais. Alors, après, c'est la question potion magique un peu, les gars, mais si vous êtes l'UBB, quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez entrevoir un élément sur lequel vous pouvez aller appuyer pour battre le Stade Toulousain? Le courage et la vaillance. C'est ça un peu. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Non, mais est-ce que vous en mettez partout? Est-ce que vous êtes plutôt restrictif? Voilà, c'est... Ah non, mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, en fait. Ouais. Il faut jouer chez eux, il faut les mettre sous pression. Vous allez avoir quelques opportunités, il faut les mettre au fond. Après, quel est le plan? Vous avez pas vu, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez pas vu dans la demi-finale de Toulouse une faiblesse parce que Toulouse n'a pas bien joué. J'ai surtout pas vu ça dans la demi-finale de l'UBB. Non, en vrai. C'est ça, c'est que on n'a pas vu l'UBB. Toulouse encaisse 2 essais sur Maul en demi-finale. Et Bordeaux en met 2. Bon, ils en prennent aussi. Donc, après, Toulouse a été quand même. Les Mauls bordelais marchent bien. Les Toulousains n'ont pas forcément réussi à enrayer les Mauls rochelais. Donc, c'est très maigre. Ce qu'on dit, c'est très petit. Mais bon, ça peut être une stratégie. C'est une piste. C'est une petite piste. Ça va être la gestion des temps forts, des temps faibles. En fait, le match, les clés, on les connaît. C'est la même que dans tous les matchs, peu importe le niveau. Gagner les duels, jouer chez l'adversaire, marquer quand on peut. Et puis, une fois que tu fais ça, tu as de grandes chances de t'offrir la victoire. Après, sur la compo, sur les joueurs, je pense qu'il y aura peut-être quelques ajustements du côté de Bordeaux. J'imagine que un gars comme Guido Petit va jouer plus
parce qu'il est précieux dans le jeu en l'air et dans le jeu au sol. J'imagine qu'un mec comme Diaby va peut-être commencer parce que t'as besoin de sa rudesse, t'as besoin d'être emmené par des gars qui Toulouse, dans le jeu au sol, en demi-finale, ils sont pas montrés extraordinaires. Non. Donc, je pense qu'ils vont travailler sur ça cette semaine, du coup, hein, mais c'est une de leurs faiblesses actuellement, visiblement, donc il faut appuyer là-dessus aussi. Il a avancé la possibilité que ça vienne aussi d'une équipe qui a besoin de rythme. Depuis la son finale, côté. ils n'avaient pas joué ensemble. Parce que Lyon, ils ont envoyé l'équipe C. Après, ils n'avaient pas joué ensemble. La finale, c'était le 25 mai. Ils avaient eu des entraînements au Portugal de grosse intensité où ils s'étaient mis sur le museau, mais bon, ça restait c'est pas la même pas chose. les matchs. Un mois sans jouer ensemble, donc peut-être que ça changera. Ils peuvent aller chercher, si ça peut les motiver encore un peu plus, évidemment le doublé Coupe des Champions, top 14. Coupe des Champions. Ouais. Coupe des Champions. C'est dur. Faut la Ok, Joseph. Et la fameuse Coupe des Champions. Et le 23 et un 23e Brennus. Mais ils peuvent aussi en laisser aux autres, hein. C'est pas obligé de tout gagner, Oui. hein. C'est un peu chiant à la fin. Non, mais après, il y a un facteur aussi qui peut jouer, c'est l'aspect découverte du Vélodrome. Je pense que c'est un des rares arguments qui peut aller en faveur de Bordeaux, parce que ça y est, hein, Toulouse maintenant, Stade de France, ils sont chez eux, hein. Ils y vont 2 fois par an, bon, des fois plus quand ils jouent avec l'équipe de France, parce que la moitié ils sont internationaux. Le Vélodrome, c'est un peu différent, ça va être un monde à découvrir pour tout le monde. Bon, puis après il y a un facteur qu'il va falloir, c'est les conditions de jeu, du vent, la pluie, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va avoir. Ça a l'air d'aller un peu mieux en ce moment en France, mais bon. Ouais, bon, tu sais. Voilà, en ce moment, on se mange de la pluie depuis. La météo, tout va très vite. On sait pas, effectivement. Non, mais ça fait partie d'une des clés du match. Ça pourrait influer. Ouais. L'idéal serait d'avoir un temps sec, magnifique. Avec un peu de vent. Là, ça veut dire qu'on va avoir du jeu, mais cette finale, j'ai très peu d'éléments pour vous faire croire qu'il y aura du suspense, hein. J'ai peur que Bordeaux se fasse ratiboiser un match à la vie, à la visage, mort, hein. et puis... je pense pas qu'ils seront ratiboisés non plus. Je sais pas, je vois pas dans quel secteur ils sont plus forts en fait. Non, mais bon. Et puis en plus, il y a un truc, c'est que Bordeaux s'est fait le match de barrage aussi. Si Meafou n'est pas là devant et que Baye n'est pas là devant non plus, on peut se dire que l'UBB a une once de chance de rivaliser devant quand même. Mais ils ont. Il leur faudrait Tameifuna aussi, ce serait pas mal. Ouais, Tameifuna, faudrait qu'ils ont comme gros porteur Tatafou. Tatafou, c'est ton plus gros porteur. Mais... Lamotte. Ouais, ça avance pas. Non, mais. Lamotte, c'est non, mais je suis d'accord que comparé à Toulouse, c'est pas Will Skelton, quoi. Comparé à Toulouse, c'est en dessous. Non, tu vois, là, regarde, tu prends Sadi, c'est un bon joueur sans plus. Tu prends Cyril Cazot, c'est un bon joueur. Tu prends Vergne Taillefer ou Beauchaton, c'est des bons joueurs. Mais il y en a aucun où c'est des porteurs de balles redoutables. Tu vois, t'as pas de Winnie Antonio, t'as pas de Will Skelton, t'as pas de Levani Botia, t'as même pas de Judicaël Cancorier, là, de mecs de ce registre-là qui vont te faire mal pendant 80 minutes à te mettre des coups de plafond. Alors bon, ce serait une forme d'exploit. Est-ce qu'il y a mettre Tamboué sur le banc qui est capable, imagine t'arrives à avoir un match super serré, tu fais rentrer, tu donnes une gonfle, il traverse le terrain comme il sait faire. Peut-être, ouais. Après Huberty, le truc c'est que t'es prisonnier de tes choix. Il faut un centre sur le banc. Donc, voilà, Huberty il est centre arrière, Lexo Kolashvili, il est gaucher droitier, mais tu vas pas inventer un nouveau droitier. Alors, dur pour Boniface d'ailleurs. Il se fait toute la saison titulaire et là en phase finale, il devient un impact player. C'est le Papa c'est Papa Poirot qui a repris le manche, quoi. Après, la Terrade, c'est quand même un peu limité quand même pour une finale de top 14. On donne pas cher de leur peau, mais bon. Sur le papier, faut être clair, sur le papier, Bordeaux, ils sont moins forts dans tous les secteurs, ils ont un moins bon effectif, surtout et ils ont moins d'expérience et tout ça. Après, il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est le fait de match. Le carton rouge, la manchette moldave au bout de 7 minutes signée Fares Alele ou qui tu veux, et c'est terminé, il joue à 14. Qui se met des bringues toute la semaine parce qu'ils sont déjà champions. Exactement. Il y a le fait de match. Il faut se remotiver aussi. Il faut se remotiver, faut pas se voir trop. Pour ça, Mola, il a les leviers. Puis il a la chance d'avoir des mecs. Il est rentré dedans bien, encore une fois. Puis il a la chance d'avoir des mecs, que ce soit Ntamak, que ce soit Dupont. Quand Hugo Mola en parle, je trouve ça brillant, et il dit c'est des surdoués, et comme tous les surdoués, si on les challenge pas, ils se font chier, donc ils deviennent chiants. En gros, si on leur propose pas des nouveautés, si on leur lance pas les défis, ils sont pénibles, ils tournent en rond, ils commencent à casser les couilles et tout. Et donc il les nourrit beaucoup, et comme il les nourrit, il a même pas besoin de les motiver en fait. C'est-à-dire qu'il aura peut-être lancé un challenge il y a 3 mois depuis perdre un match de la saison, et les gars ils sont à fond dans le truc. C'est facile de manager des génies. Hein. C'est Toulouse. Mais bon, ouais. Donc,
Compliqué de pas voir. On sent Mais quand c'est même tous pas les la Toulousains. confiance. Putain, les Bordelais qui nous regardent, ils vont chialer, mais désolé. Ouais, non, mais hein. bon. Si vous avez d'ailleurs des on croit en vous pistes pour nous donner nous, un peu de suspense. ou même, ça se trouve, il y a des trucs que j'ai oubliés. Si vous avez pistes pour nous, venez nous dire. Mais là, Exactement. par le Penaud, Bielbiarré, ils vont vite. À part ça, il y a quand même pas grand chose à vous proposer. Lui, qui rappelle Vadim Kobilas, 42 ans. Oh, vas-y. 135 kilos de Mon- violence. On adore Mon bébé voir ça. Moldave. On adore voir Vadim. Et pourquoi pas faire une Ziraka Du biais du coin qui rentre en body smuggler sur le terrain. Voilà. Eh ben rendez-vous vendredi, les amis, au Vélodrome, et on sera en débrief le lendemain, samedi à 13h. Lucien, on sera ensemble. Tu seras à Marseille de ton côté, Pierrot. Oui, je serai à Marseille pour vous faire une petite vidéo, pour vous faire vivre l'ambiance, les coulisses, une anecdote, un truc que j'ai vu, que personne d'autre a vu. Et puis je travaille à Marseille ce jour-là, donc je ne serai pas des vôtres, mais je vous écouterai, que ce soit en podcast ou sur YouTube. Et tu que nous je suis un raconteras grand tout ce professionnel. qui s'est passé quand tu reviendras nous expliquer tout ça pendant Bien sûr. la tournée d'été. Parce On qu'on n'y va sera pas aussi, en Argentine on peut demander. Faut négocier. On peut demander avec au les trésorier. Je pense que je sais comment il va nous recevoir, mais on peut le tenter. patrons. Et si on fait des Airbnb sur place, ça passe ou pas? Ah, parce qu'on que y va en bus. j'aime bien l'Argentine. C'est sympa là. Ouais, c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Ça va être sympa. Les listes d'ailleurs sont tombées et on en parlera dans nos prochaines émissions et notamment sur les réseaux sociaux où Lucien, tu dévoileras les. On va les faire cinq une petite surprises. pastille habituelle. Voilà. Voilà. On va se faire plaisir. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, les amis. Voilà. Merci Pierrot. Merci Lucien. Merci Antoine et Léo en régie. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite et à samedi prochain. Et bonne finale à tous. Ciao, ciao. Bisous.